Bienvenue à ce webinaire dédié au métier de la santé. Moi, je suis Alexandra Badet, je suis conseillère en information métier à l'Agence de l'orientation et des métiers de Rouen. Et je suis ravie de vous présenter Sébastien Baucher. Bonjour Sébastien. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Sébastien Baucher, je suis le délégué territorial de l'OPCO Santé. Bonjour Elsa, l'orphelin. Bonjour, moi je suis Elsa L'Orphelin, je suis cadre de santé sur le CHU de Caen. Et avec nous également Élise Pelchat. Bonjour Élise. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, Élise Pelchat, moi je suis psychomotricienne. Merci de votre présence et merci à tous ceux qui participaient à ce webinaire sur les métiers de la santé. Donc, on est réunis ce matin dans le cadre du Printemps de l'orientation, qui était organisé tout ce mois de mars par l'Académie de Normandie. Et donc, cette série de webinaires était conçue comme un temps de découverte des métiers, des formations, et donc à destination à l'origine d'élèves de collège et de lycée, et donc pour vous permettre à tous qui nous écoutez de découvrir la variété de parcours de formation et les métiers du secteur santé. Donc, voilà comment le webinaire va se dérouler. On va être ensemble à peu près 45 minutes, hein. Je vais introduire le sujet avec une petite vidéo sur les métiers de la santé. Et puis, je donnerai la parole à Sébastien Baucher, hein. Je vais l'inviter à réagir notamment sur cette vidéo. Ensuite, nous allons échanger avec deux ambassadrices métiers, qui sont Elsa et Élise. Ensuite, je prendrai quelques minutes pour vous présenter Destination Métier, qui est une plateforme, vous allez voir, sur laquelle vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur les métiers et sur laquelle vous pouvez surtout trouver des ambassadeurs métiers et formations. Et puis, on aura un petit temps d'échange, hein. Je sais qu'il y a déjà des questions qui avaient été posées via le forum. Euh, donc pour commencer, je vous propose effectivement une courte vidéo. Donc je vais vous partager mon son et mon image. Voilà. Et donc c'est une courte vidéo qui est sur les métiers de la santé et du social. Et donc vous allez voir, je vais la couper assez rapidement pour que Sébastien puisse réagir au sujet de ce qui est présenté. Et elle nous introduit finalement quelques métiers déjà de la santé. Alors, hop. Le secteur santé, sanitaire et social regroupe des métiers variés, en particulier dans les domaines du soin, de l'aide et de l'accompagnement. Les recrutements se font à tous les niveaux de formation. Suivons quelques jours notre famille témoin dans ses rencontres avec les professionnels de ce secteur. Muriel est enceinte. Elle est suivie pour sa grossesse à l'hôpital. Elle se présente à l'accueil afin de s'enregistrer et de prendre les rendez-vous avec les professionnels qui vont s'occuper d'elle. Les personnels de la santé peuvent travailler dans un hôpital public, tout comme dans une clinique privée, et même être libéraux, c'est-à-dire travailler à leur compte. Cela multiplie les possibilités de déboucher d'emploi. Alors, je vais m'arrêter juste ici parce que vous avez vu, on a déjà un certain nombre de métiers de la santé qui sont évoqués. Donc là, Sébastien, je vous propose de réagir, en fait, afin de bien nous aider à définir ce que sont les métiers de la santé déjà, ce qu'ils ne sont pas, et puis peut-être même définir ce que c'est que la santé. Là, on voit dans les métiers qui sont évoqués plein de métiers qui sont très différents. Quand on pense santé, souvent on pense soins, mais il n'y a pas que les métiers du soin. On a vu juste avant aussi, voilà, ambulancier. On ne pense pas forcément à tous ces métiers-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ce que sont que ces métiers, s'il vous plaît? Avec plaisir. On va poser une première définition, je pense, sans rentrer dans un caractère trop technique, mais c'est la définition posée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui pose la santé au sens santé physique, mentale et sociale. Et donc, une fois qu'on a cette définition, on voit graviter à peu près plus de 150 métiers finalement autour de l'hôpital ou des cliniques. Mais il n'y a pas que ce secteur-là. Donc, si on zoome un tout petit peu, vous avez le champ dit sanitaire, les cliniques et les hôpitaux. Vous avez aussi le champ médico-social, le secteur qui embarque les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, et le champ du champ social, mais on se concentre plutôt sur le champ sanitaire et médico-social ce matin.
Merci et vous diriez que c'est un secteur, dans lequel on peut rentrer, quel que soit, finalement, son niveau d'études? Est-ce que vous avez un petit peu comme ça des pistes à nous donner? J'avais une question sur le forum notamment, hein, voilà, quel niveau minimum il faut avoir pour rentrer dans ce Alors, secteur? pas de niveau minimum pour entrer dans le secteur. Pour autant, sur les métiers qui ont été évoqués dans la courte vidéo, ce sont des métiers qui sont, soumis à une obligation de diplôme pour un certain nombre, ambulancier, infirmier, aide-soignant, agent éducatif et social. Donc l'ensemble de ces métiers sont soumis au code de la santé publique et donc, sont sanctionnés par des diplômes. En revanche, et ça c'est vraiment un phénomène très intéressant dans le secteur, on a souvent des parcours ascensionnels. Qu'est-ce que ça veut dire un parcours ascensionnel? Ça veut dire qu'on peut rentrer comme agent de service hospitalier, c'est-à-dire s'occuper de la fonction de ménage, de bio-nettoyage. Et déjà ça, c'est un premier acte du soin, la fonction du ménage. Et ça, on va rentrer comme agent de service hospitalier. Sur ce sujet, pas de formation particulière, pas de demande de diplôme. Et souvent, ce vivier de professionnels constitue, les 1ers, éléments qui vont rejoindre les métiers d'aide-soignant, par exemple. On a aussi parmi les infirmiers, un certain nombre d'infirmiers qui sont issus du corps des aides-soignants. Et donc ça, c'est une première caractéristique du secteur de la santé, c'est que ce secteur propose des beaux parcours, mais je crois qu'Elsa aura aussi, quelques éléments à faire valoir sur ce sujet. Je n'en dis pas plus. Merci et une question évidemment, je pense qui taraude, pas mal de monde, c'est quoi les débouchés, en fait, en ce moment dans ce secteur-là? Alors, les débouchés, ils sont, j'allais dire énormes, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Heu, Aujourd'hui, le secteur, est en déficit de professionnels, de plus de 3 000 professionnels. À l'instant T, à l'instant où on se parle, on 3 000 postes et 3 000 recrutements sont en cours et ne trouvent pas de professionnels. Donc, ça, c'est les tensions sur le marché. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, sortir, vouloir rejoindre le secteur de la santé, c'est notamment, rejoindre un secteur, qui recrute à l'instant T, hein, 3 000 professionnels qui sont aujourd'hui, 3 000, recrutements et si on se projette à 3 ans, c'est-à-dire si on regarde les départs en retraite et cetera, si on se projette à 3 ans ou à 5 ans, on est sur la même tendance, c'est-à-dire 3 500 professionnels du secteur du soin sont attendus. Donc on est sur un secteur qui recrute et qui recrute durablement. Oui, je pense que c'est une donnée importante effectivement, pour les gens qui nous écoutent. Hem, Parmi les questions que les gens peuvent se poser aussi, c'est, pourquoi aller dans ces métiers-là? Est-ce que, je sais quand on a préparé, on a parlé du sens. Est-ce que vous pouvez, nous parler un petit peu de ça, le sens de ces métiers-là? Alors, avant d'introduire le sens, je vais introduire un autre sujet qui est le sujet de la contrainte. On va commencer par ce Mmh. sujet-là. Ce sont des métiers qui sont exigeants. Ce sont des métiers où, se dire que, finalement, il n'y a pas de contrainte, ce serait mentir sur le secteur de la santé. Donc, certains métiers sont exigeants. Je vais prendre 2 illustrations. Vous pouvez, sur certains métiers, être amené à travailler le week-end. Vous pouvez être amené à travailler la nuit. Ce sont des métiers où quand vous quittez, l'établissement dans lequel vous travaillez, vous emportez une partie aussi, des émotions que vous avez pu, traverser toute la journée. Donc ce sont des métiers qui emportent une contrainte. Pour autant, dans le secteur, aujourd'hui, l'ensemble des professionnels avec lesquels, moi j'échange au quotidien, vous parlent du sens, vous parlent du plaisir aussi qu'ils ont à, prendre soin, à accompagner, à aider en fonction, là encore, de l'endroit où ils se situent et ça, ce sens-là, on le retrouve à la fois quand on est jeune professionnel, mais aussi quand on aspire à une reconversion. C'est-à-dire qu'on a pas mal de professionnels plus âgés qui, voilà, sont dans d'autres secteurs et qui sont tout aussi intéressants que le secteur de la santé, mais qui se disent: «Aujourd'hui, moi, à 40 ans, il me manque quelque chose». Donc faire le pari aussi de rejoindre le secteur de la santé, c'est s'éviter une reconversion professionnelle dans 20 ans. Mmh. Merci Sébastien. Est-ce que, vous auriez peut-être des chiffres saillants, des choses, comme ça, un peu, qui nous permettraient de mieux, avoir une idée de peut-être de volume, du nombre de métiers peut-être, de la variété des métiers différents? Alors,
En termes de chiffres, c'est les quelques chiffres que j'ai pu évoquer, tout à l'heure. Tout d'abord, c'est, l'urgence du recrutement. Aujourd'hui, on est vraiment dans une urgence de recrutement et l'ensemble du secteur se mobilise justement pour attirer les plus jeunes vers les métiers qui sont, je le redis, à la fois contraignants, mais aussi porteurs de sens, porteurs, d'évolution. Donc on va prendre quelques métiers, au périmètre de l'OPCO-Santé, c'est-à-dire, je ne vais pas parler de la fonction publique hospitalière. Euh, c'est 450 infirmiers qui sont aujourd'hui qui manquent dans le secteur, donc ce sont 450 emplois. Ce sont des emplois en CDI, bien souvent. Après, vous pouvez avoir, et peut-être qu'Élise en touchera un mot, mais vous pouvez avoir aussi certains métiers qui sont plus à temps partiel, les psychomotriciens, les orthophonistes. C'est 150 métiers hein, autour des métiers de la santé à peu près. On a des métiers euh, très en lien avec le soin, infirmiers, aides-soignants, ce sont ceux qui sont les plus connus. On a des besoins extrêmement forts sur les manipulateurs radio. Ce sont ceux qui travaillent l'imagerie. Dans le petit film tout à l'heure, voilà, si un enfant se blesse, avant d'envisager des soins quelconques ou une intervention chirurgicale, il peut y avoir cette étape d'imagerie. Et donc, on a des forts besoins sur des métiers, finalement, avec une appétence scientifique, sur les manipulateurs radio. On a des besoins extrêmement forts aussi dans le corps médical. On a une population d'un corps médical qui est assez vieillissante et donc on a un besoin de médecins très fort. Donc la faculté de médecine, et notamment la faculté de médecine de Caen, ouvre plus largement ses portes. Il y a plus le numerus clausus, c'est-à-dire le concours, euh, permet un accès à un plus grand nombre. Sur les sages-femmes aussi, on a des besoins extrêmement forts. Si on poursuit sur la petite vidéo, hein, pour accompagner la maternité, on va aussi avoir des sages-femmes, on va avoir des auxiliaires de puériculture. Donc on a un panel de métiers qui est extrêmement large. On a des besoins. Je ne crois pas qu'il y ait un seul métier aujourd'hui dans le secteur de la santé qui ne soit pas en tension de recrutement. Je le redis, aujourd'hui, sur des emplois en CDI, c'est-à-dire des postes en dur, peu de précarité sur certains sujets. Euh, il y a aussi, il faut le reconnaître, sur un certain nombre de métiers, notamment d'agents de service hospitalier, des recrutements qui se font en CDD. Mais l'ensemble des métiers, sur les métiers en tension, hein, aides-soignants, infirmiers, manipulateurs radio, moniteurs éducateurs, ce sont des recrutements qui se font en CDI à 100%. Ouais, merci beaucoup Sébastien. Je pense pour ce premier panorama qui aura permis aux personnes qui nous écoutent de mieux comprendre et de mieux cerner les questions un peu brûlantes aussi hein, sur le sujet. Merci beaucoup et surtout n'hésitez pas à intervenir ensuite aussi pour si on a des questions de notre audience. Je vais passer la parole à Elsa. Bonjour Elsa. Bonjour Alexandra. Du coup, ce que je vous propose, c'est que moi, je vais vous présenter mon parcours pour que vous puissiez un peu voir ce qui est possible de faire en fait au sein de l'hôpital. Alors moi, j'ai toujours travaillé à l'hôpital public. Sur le CHU de Caen, j'ai passé mon bac comme tout le monde. Après avoir tenté ma chance à la fac de médecine, j'ai décidé de plutôt me réorienter sur une formation infirmière. Donc, à l'époque où moi j'ai fait cette formation, c'était encore un recrutement sur concours. Actuellement, c'est un recrutement via la plateforme Parcoursup pour tous les bacheliers. Donc, j'ai fait ma formation de 3 ans à l'Institut de formation en soins infirmiers du CHU de Rouen, d'ailleurs. Par la suite, moi, j'ai choisi d'emblée de me spécialiser en tant qu'infirmière puéricultrice. C'est une des 3 spécialités infirmières, mais c'est la seule qui, encore maintenant, est accessible directement après l'obtention du diplôme d'état d'infirmier. Il n'y a pas d'obligation d'avoir travaillé entre les deux. Donc, j'ai passé le concours pour rentrer à l'école de puéricultrice et j'ai enchaîné directement derrière. Donc, en tout, 3 années d'école d'infirmière, 1 année de spécialisation. Donc, je suis sortie après ces 4 années d'études, embauchée directement sur le CHU de Caen. Effectivement, moi, à l'époque, c'était même pas en CDI, c'était directement stagiaire de la fonction publique. Donc, ça veut dire avec une sécurité de l'emploi dès la sortie de l'école, parce que c'était une spécialité en tension à ce moment-là.
J'ai eu la chance d'intégrer le secteur de réanimation néonatale du CHU de Caen, sur lequel on travaille sur plusieurs unités différentes. Donc, je me suis occupée des enfants grands prématurés, extrêmes grands prématurés, avec un fort lien avec l'équipe médicale, une énorme richesse de partage avec les familles qu'on accompagne et qu'on accompagne toujours, même quand leurs enfants sont plus grands, parce que c'est des familles qui reviennent nous voir régulièrement. J'ai travaillé de jour, j'ai travaillé de nuit. Alors, comme le disaient mes collègues avant, quand on intègre ce genre de métier, il faut être au clair sur le fait que l'hôpital tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire qu'on travaille le jour, la nuit, un week-end sur 2, sur des horaires un peu différents, les jours fériés, les fêtes de fin d'année, voilà, on sait que c'est ça. Mais en même temps, c'est un côté aussi super sympa. L'ambiance est complètement différente les week-ends et sur notamment les fêtes de fin d'année. Moi, j'ai quasiment passé tous mes Noëls à l'hôpital. Et j'avoue que le premier Noël où je n'ai pas travaillé, c'est quand je suis passée sur l'encadrement et je suis revenue sur les jours fériés parce que cette ambiance-là me manquait un peu et je trouve que c'est important aussi pour les équipes de voir que même quand on a quitté les soins, on est aussi là auprès d'eux. Donc voilà, j'ai travaillé pendant 8 ans et demi dans ce service, qui est toujours mon service de cœur d'ailleurs. Et après, mon institution m'a proposé d'évoluer vers un poste d'encadrement. Donc, chez nous, en fait, on a la possibilité de tester, c'est-à-dire que, en fait, on travaille comme ce qu'on appelle faisant fonction, cadre de santé, c'est-à-dire qu'on assure les missions du cadre de santé, mais sans en avoir encore le diplôme. Donc, ça permet un peu de se tester sur la fonction, savoir si ça nous plaît ou pas, parce que, mine de rien, c'est pas du tout la même chose. Donc, j'ai commencé toujours sur le secteur de pédiatrie. Donc, j'ai eu en charge la réanimation pédiatrique et le service d'oncologie pédiatrique du CHU de Caen. Donc ça, pendant 2 ans, où je suis restée encore sur la partie pédiatrique. Mon établissement m'a offert aussi la possibilité d'intégrer la préparation au concours d'entrée à l'école des cadres, parce que là, par contre, ça reste toujours un concours. Donc, pour être cadre de santé, par contre, il faut avoir déjà travaillé 4 ou 5 ans en tant qu'infirmier avant de pouvoir intégrer la formation. Donc, mon établissement m'a payé la formation au concours. J'ai eu mon concours du premier coup, donc j'ai eu la chance de pouvoir après intégrer l'école des cadres. Alors, parfois, on rentre à l'école dans la foulée de l'obtention du concours. Parfois, on attend encore un an de plus. Ça dépend des financements et ça dépend des besoins sur l'établissement. Donc, nous, on avait quand même un établissement qui était en tension sur les postes d'encadrants. Donc, on m'a demandé de faire une année supplémentaire de faisant fonction cadre de santé. Je suis repartie sur un secteur adulte, donc où j'ai appris plein d'autres choses parce que moi, je ne connaissais pas le secteur adulte étant donné que j'étais infirmière puéricultrice. Donc, ça a été hyper riche d'enseignements. C'est passé pendant la première période Covid, donc l'arrivée en 2020 de cette fameuse épidémie qui nous a obligés à remanier complètement notre façon de fonctionner. Donc ça aussi, on a été hyper moteur. On a accompagné les équipes dans cette difficulté-là. On a dû, nous, par exemple, laisser les locaux dans lesquels on travaillait pour installer une réanimation supplémentaire. Donc, il faut savoir travailler dans l'urgence, être adaptable, être capable d'accompagner les équipes et puis de travailler de concert avec les médecins, avec les infirmiers, les aides-soignants, les brancardiers, la logistique. C'est vraiment toute une machine qui se met en route. Donc voilà, j'ai pu intégrer, moi, l'école des cadres en septembre 2020. Toujours en pleine crise Covid. Et comme vous le savez, on a eu le droit à la, je ne sais plus, 2e ou 3e vague à ce moment-là. Donc, moi, j'ai fait ma formation, j'ai commencé en septembre. Elle a été interrompue en novembre parce qu'on nous a demandé d'apporter du renfort sur l'hôpital. Donc, ça fait aussi partie du métier, c'est-à-dire qu'on a beau être en formation, on est toujours soignant. Donc, moi, je suis repartie pendant 2 mois dans les soins. Je suis retournée dans mon service de néonat en tant qu'infirmière puéricultrice, même si ça faisait plusieurs années que je n'avais pas travaillé. Et malgré mes missions d'encadrement depuis déjà plus de 3 ans. Finalement, ça a été hyper chouette parce que retour aux soins, retour à notre métier de cœur et à se remettre aussi dans l'ambiance de fonctionnement de service pour ne pas perdre de vue non plus le soin et le pourquoi on est à l'hôpital, très honnêtement. Donc voilà, moi j'ai terminé ma formation sur le premier semestre 2021, diplômée en 2021, et j'ai été réintégrée sur mon hôpital. Donc mon hôpital m'a payé ma formation. Donc ça veut dire que pendant 1 an, ils ont payé tous les frais universitaires,
universitaire, les frais de l'institut de formation et mon salaire, parce que ça, c'est quand même pas anodin. Donc, en échange, nous, on s'engage à servir l'hôpital public pendant un certain temps. C'est normal, ça marche dans les deux sens. Voilà, et moi, j'ai eu la chance d'être affectée sur un poste un peu particulier de construction et de projet, parce qu'on est en train de construire le futur hôpital du CHU de Caen avec une nouvelle façon de travailler. Et donc, en tant que jeune cadre diplômé, j'ai eu la chance d'être intégrée sur ces nouveaux projets. Donc, ça va faire bientôt 2 ans que je travaille là-dessus, sur des secteurs de consultation adultes, mais avec plein d'idées, plein de projets et plein de confiance aussi de la part de l'institution. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même hyper intéressant. Donc voilà, ça vous permet aussi de voir qu'avec une formation de base, on peut faire plusieurs choses différentes. On a la chance, même en restant dans le même métier, de pouvoir travailler dans des services complètement différents, donc à l'hôpital, en dehors de l'hôpital, en libéral, dans le privé, dans le public. Et en fait, avec un seul métier, on fait plusieurs carrières différentes. Ou alors de choisir d'évoluer dans sa carrière. Donc, voilà, moi j'ai travaillé comme aide-soignante parce que quand on a validé la première année d'école d'infirmière, on a l'équivalent du diplôme d'aide-soignante. Donc, pendant mes études, j'ai travaillé comme aide-soignante. J'ai travaillé comme infirmière pendant mes études de puéricultrice. Voilà, donc en fait, on a quand même possibilité de faire beaucoup de choses et que les choses ne s'arrêtent pas là. C'est-à-dire que je sais que si un jour j'ai envie, j'ai encore possibilité d'évoluer au sein de mon institution ou ailleurs si je décidais de partir. Et ça, je trouve que ce n'est pas donné à tous les métiers, à tous les secteurs de pouvoir faire plusieurs carrières en une, ou en tous les cas de pouvoir évoluer tout en étant accompagné par notre établissement, parce que c'est pareil, je pense que c'est une chance de pouvoir être rémunéré et d'avoir des formations qui sont payées par nos employeurs. Ça permet de se lancer sans avoir la peur de ce qui va se passer à la maison, parce que voilà, on a tous des vies de famille derrière. Donc voilà, et après, je pense que quand on rentre dans ces métiers-là, il faut savoir que c'est un métier qui est prenant, ça c'est sûr, mais qui est hyper riche en fait, que ce soit avec les patients, que ce soit en échange inter-équipe, interprofessionnel. Voilà, ça implique aussi nos familles parce que mine de rien, quand on fait des horaires atypiques, quand on travaille les week-ends, même moi en tant que cadre de santé, je travaille toujours les week-ends parce qu'on fait des gardes, parce que parfois on peut être appelé, parfois on peut repartir la nuit, mais en même temps, c'est un projet aussi familial et qui nous apporte tellement que je pense que quand on rentre dedans, c'est compliqué d'en sortir. Très honnêtement. Donc voilà, au moins une petite présentation de ce que moi je fais. Je pense que ma collègue qui est psychomotricienne et elle travaille en libéral va pouvoir sûrement vous présenter d'autres choses. Et en tout cas, moi je reste à votre disposition pour répondre à vos questions par la suite, sur tout ce qui a trait au métier du soin, ou en tout cas de ceux de l'hôpital, parce que j'en connais quand même quelques-uns. Merci beaucoup, beaucoup Elsa pour cette présentation très très claire. Effectivement, vous illustrez très bien ce que Sébastien a dit tout à l'heure, cette progression et ces changements de carrière dans un même domaine, c'est très particulier à la santé. Il y avait une question dans le forum, donc les gens avaient la possibilité de laisser des questions sur ce que c'était que le métier d'aide-soignante. Et donc, comme vous avez exprimé le fait que vous avez exercé ce métier aussi, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots peut-être? Oui, pas de souci. Alors, le métier d'aide-soignante, l'aide-soignant, parce qu'on a aussi des hommes, parce qu'on va arrêter de féminiser à mort cette profession. On a quand même des hommes et c'est chouette d'avoir aussi des hommes dans les professions du soin. L'aide-soignant, c'est l'agent paramédical qui va prendre en charge tout ce qui est soins de confort et accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne du patient. Il travaille en collaboration avec l'infirmière, donc il est sous la responsabilité de l'infirmière. À l'hôpital, c'est lui qui va être en charge de tout ce qui est soins d'hygiène, soins de confort, la nutrition, l'accompagnement aussi à l'autonomie du patient. C'est pour moi une personne extrêmement ressource dans tout ce qui va être observation aussi. Ils connaissent extrêmement bien leurs patients. Ils vont pouvoir nous alerter sur des choses, voilà, en nous disant par exemple, bon ben voilà, aujourd'hui je trouve monsieur X pas comme d'habitude. D'habitude, par exemple, quand on fait la toilette, il est capable de faire tel geste et tel geste. Aujourd'hui, c'est pas possible, je le trouve fatigué. Ou à l'inverse, nous dire, ben là, il a fait énormément de progrès parce qu'en fait, l'idée, c'est d'autonomiser les patients, de les maintenir au maximum à domicile. On a aussi des aides-soignantes qui travaillent à domicile. Voilà, donc c'est une formation pour laquelle il n'y a pas forcément besoin d'avoir de baccalauréat. On l'intègre sur dossier pour la plupart du temps. C'est une formation qui dure une année scolaire.
de septembre à juin, qui est sanctionné par un diplôme d'État à la fin. Voilà, et on peut travailler aussi bien à l'hôpital qu'en dehors de l'hôpital. La seule contrainte, entre guillemets, c'est qu'il faut avoir 18 ans parce que dans les métiers du soin, voilà, il faut être majeur pour pouvoir intégrer les formations, en tout cas commencer à travailler après derrière. Donc voilà, l'équivalent après pour les enfants, c'est les auxiliaires de puériculture. C'est les mêmes missions, mais spécifiques, avec une formation spécifique sur l'enfant. Merci beaucoup Elsa. Si jamais parmi les auditeurs vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les faire passer dans le chat ou à vous manifester. On vous donnera la parole pour les questions, hein. Merci beaucoup. Élise, peut-être, pour effectivement donner un pendant sur le versant libéral. Bonjour Élise. Bonjour, rebonjour. Donc, du coup, moi, je vais vous présenter la profession de psychomotricien, psychomotricienne, toujours surreprésentée par les femmes, mais il y a quand même quelques hommes aussi dans ce métier. C'est un métier où on aime innover. Donc, je vais innover avec vous. Je vais vous proposer d'aller creuser un petit peu ce qu'est cette profession et de partir un peu de vos connaissances, de ce que vous pensez connaître de la psychomotricité, au travers d'un outil qu'on va partager ensemble. Alors, si vous regardez dans le chat, dans la conversation, j'ai mis au tout début, je ne sais pas si vous avez accès, je vais peut-être le remettre d'ailleurs, voilà, je le remets tout de suite en partage. C'est un petit outil de partage qui ressemble à un tableau avec des post-it. Et si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir tomber sur ce tableau et je vous invite à partager. Donc, pour les personnes qui sont en présence d'un groupe, peut-être servir de secrétaire et de donner la parole au groupe pour essayer de remplir ces post-it. Et moi, je vais commenter ce tableau. Et puis, pour les personnes qui sont toutes seules devant leur écran, vous pouvez aussi cliquer sur le lien et remplir vous-même les petits post-it. Et ça va être voilà, sur la base d'un support partagé qu'on va essayer de réfléchir à ce métier. Parce que je suis sûre que vous connaissez déjà un petit peu ce métier qui peut faire penser qu'il est mal connu, mais on peut déjà en avoir une bonne représentation sans le savoir. Voilà. Donc, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez… Alors, moi, je vais savoir que ça fonctionne si je vois des post-it s'activer. Je vais partager l'écran peut-être de mon écran à moi déjà. Pour savoir si ça fonctionne, vous pouvez aussi peut-être mettre un petit pouce levé pour dire que c'est OK pour vous. Ça fonctionne en tout cas de mon côté, Élise. Ça a l'air de fonctionner. OK. Donc, si je fais ça… Oui, je vois des post-it qui s'activent, c'est bon. Donc, tout le monde a compris, il y a les petits post-it en bas du tableau, en bas à gauche. Donc, vous cliquez, vous en ouvrez, puis vous remplissez, vous tapez les mots-clés un petit peu. L'idée, voilà, c'est de me dire ce que vous pensez savoir du métier de psychomotricien. J'ai mis 3 colonnes, c'est-à-dire le cœur de métier, quelles pourraient être nos missions, nos fonctions, les qualités peut-être qui nous poussent à vouloir faire ce métier, le public qui peut être visé, et puis les différents outils que le psychomotricien va utiliser dans ses pratiques pour apporter du soin et recourir à améliorer la santé de ses patients. Donc, dans le cœur de métier, je vois apparaître effectivement, enfin, je l'avais déjà mis, le post-it rééducation, parce que je voulais un petit peu lancer l'affaire. Donc, dans le cœur de métier, évidemment, c'est un métier de rééducateur. C'est un métier paramédical où on va apporter une thérapie, une rééducation auprès de nos patients. On va les accompagner. Ça va être un travail, effectivement, je vois un post-it où il s'agit d'écouter. L'écoute est quelque chose d'hyper important dans en tout cas les premières rencontres avec la personne. On va creuser, poser énormément de questions, essayer de comprendre les situations, écouter la vie expérientielle, la vie émotionnelle des personnes. La motricité, évidemment, psychomotricité, on a un petit peu voilà, ces deux composantes-là qui viennent s'intercroiser et se rencontrer et discuter ensemble. La patience, effectivement. Alors,
pense qu'on va retrouver dans le cœur de métier des choses qui sont, des compétences en tout cas, qui sont appelées dans beaucoup de pratiques dans les métiers de la santé. La patience est effectivement une qualité importante. Le public, le public du handicap, les victimes d'accidents, donc effectivement les personnes qui ont subi un traumatisme, les enfants, la maladie d'Alzheimer, donc là on pense plus aux personnes âgées ou en tout cas à la vieillesse pathologique. Cœur de métier, je vois réapparaître un post-it où on parle de compétences. Je vais les détailler, ces compétences, un petit peu plus tard. Et puis dans les outils, alors il y avait corps déjà, sans surprise, psychomotricité, la motricité sans le corps, ça va être compliqué. Le corps sans les émotions, ça va être compliqué. Les émotions sans le corps aussi. Le corps qui parle, le corps qui communique, qui agit. Donc on va vraiment s'intéresser à ce que le corps donne à voir. Dans les outils, je vois la piscine, effectivement, c'est une des médiations possibles, loin d'être la seule et l'unique. L'élastique, pourquoi pas, tiens, l'élastique, oui, j'y avais jamais pensé, mais pourquoi pas, on est un métier d'innovation, on peut tout à fait imaginer des choses autour de cet outil qu'est l'élastique. On a une petite question dans la Oui. conversation. Quelles sont les différences entre le métier de psychomotricien et de kiné? Oui, alors je vais y revenir tout à l'heure parce qu'effectivement, c'est la première question qu'on me pose en général entre ces deux métiers. Oh, je vais l'expliquer maintenant. Notre profession de psychomotricien s'intéresse au lien et à la relation humaine et la relation qu'il y a entre le corps et l'esprit. Donc, c'est-à-dire qu'on va se préoccuper d'un de vraiment tout un ensemble de composantes qui fait qu'on est adapté pour répondre aux exigences de la vie de tous les jours, de la vie au travail, de la vie à l'école, de la vie quotidienne, etc. Et ça va être vraiment dans le lien entre nos capacités à percevoir ce qui nous entoure, par la vue, par les oreilles, par les sens, la manière dont on va traiter les informations au niveau cérébral, au niveau cognitif, avec le bagage qu'est le nôtre, pour analyser, raisonner, mettre en place un projet, une intention avant de l'aboutir sous forme d'action. Et puis, il y a toute cette composante affective et émotionnelle qui rentre en ligne de compte avec les aspects de motivation aussi, hein, pour effectuer les différentes choses qu'on a à faire avec le corps. Et donc, toutes ces choses, toutes ces composantes-là vont nous permettre de nous mettre en action, de pouvoir agir et effectuer les mouvements, les gestes qui vont nous permettre voilà, d'effectuer tous les gestes et les tâches qu'on a à faire dans la vie de manière générale, que ce soit sous la base d'un mouvement ou la base d'une action autour d'un geste précis, on va dire. Les kinésithérapeutes, eux, ont une approche vraiment plus centrée sur la fonctionnalité du mouvement et donc vont s'intéresser beaucoup plus à l'appareil musculo-articulaire et aux compétences, on va dire, pour activer cet appareil-là. Et donc vont vraiment être sur un modèle rééducatif beaucoup plus fonctionnel de l'usage du corps. Donc, je ne sais pas si ça va expliquer mieux la différence, la distinction entre les deux. Oui, merci Élise. On vous entend plus très, très bien. Je ne sais pas si c'est une question Est-ce que de là, c'est mieux? micro. Ah super, c'est parfait. Et C'est bon? est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, voilà, des choses sur à la fois la formation pour devenir psychomote, le quotidien? Il nous reste à peu près une dizaine de minutes, donc Oui, si en 4-5 minutes, vous pouviez, nous eh bien, décrire tout ça? tout à fait. Alors, je voulais vous proposer une petite vidéo illustrative pour peut-être bien comprendre aussi finalement la Oui? différence entre kiné et psychomote. Donc, pareil, je vais vous partager une petite vidéo de 3 minutes. On va pouvoir même l'écourter. 1 minute suffira, vous allez vite comprendre. Ah.
Alors pendant que ça charge, il y a des questions dans le chat, donc je vais inviter à la fois Elsa, Sébastien peut-être. N'hésitez pas à répondre. Il y a notamment une question sur, comment intégrer la formation d'aide-soignant et cetera. Donc on va répondre, pendant ce temps-là. On répond aux questions maintenant ou je lance la vidéo Non, déjà? non, non, on va répondre par chat. On va, comme ça, Ah allez-y, OK, Élise. Ouais, ouais, ouais. d'accord, ça marche comme Merci. ça. Ouais. Vous avez le son, c'est bon? Non, Non, bon, c'est une petite musique, c'est pas très grave. Vous d'accord. avez l'illustration visuelle? Non, on voit toujours le scrambler. Ah, Là, super, on l'a. c'est bon. Alors l'image est figée, peut-être qu'il faut juste relancer la lecture. Alors parfois, ça bloque un petit peu, peut-être Mmh. peut-être fermer le partage et le relancer. Mmh. Là, ça n'a pas Fermer le l'air de se partage. lancer. Bon, sinon, ce que je vous propose, c'est que je peux mettre le lien de la Tout à fait, vidéo oui, et on dans ouais, le. tout à fait. Et puis voilà, si, à l'issue Super. de cette rencontre, vous pourrez regarder l'illustration pour en savoir un petit peu plus. Voilà. Merci Élise. Donc du coup, eh bien, on va parler effectivement de la formation, plus Mmh. précisément de psychomotricien. Donc là, les choses ont bien bougé hein, depuis que moi j'ai été formée il y a une vingtaine d'années, puisqu'à l'époque, il s'agissait, comme Elsa, d'un concours pour entrer dans les écoles. Là, à l'heure actuelle, pareil, il y a différentes modalités d'entrée, mais en gros, tout se passe sur Parcoursup. Voilà, j'ai préparé un petit, excusez-moi, j'avais préparé des petits outils, je relance la formation initiale, voilà. Donc, c'est bien un diplôme d'État et donc de 3 années, hein, qui se passe sur 3 années, qui va donc former le psychomotricien à la prise en charge des troubles moteurs euh, qui vont être d'origine psychologique. Alors là, bon, voilà, c'est une définition qui ne me plaît pas trop, mais c'est la définition que vous avez trouvée dans l'ONICEP quand on cherche un peu à connaître ces formations. Les troubles moteurs ne sont pas systématiquement d'origine psychologique. Moi, je parle plus d'un lien entre corps et esprit, mais voilà, on n'a pas forcément de causalité directe entre les troubles moteurs et les origines d'affections psychologiques. Mais en tout cas, on va retrouver les préoccupations autour des troubles de l'attention, des troubles de l'instabilité motrice, des troubles de la coordination du geste, des troubles de l'équilibre, des troubles de la représentation spatiale et temporelle, des troubles du schéma corporel. Toute une série effectivement de troubles psychomoteurs dont on va pouvoir s'occuper. Et donc le psychomotricien va utiliser différentes techniques. On avait la piscine, on avait l'élastique. On va utiliser aussi beaucoup les activités motrices sous forme de parcours. On va travailler autour de la relaxation, proposer des choses autour de la relaxation, être dans des pratiques d'expression corporelle ou créative, des activités rythmiques, des activités graphiques. Enfin voilà, on va vraiment mettre en média le jeu et le corps sont vraiment en tout cas les deux mots importants qui sont en lien au cours de nos séances. On va mettre en jeu tout ça au travers de ces médiations très ludiques pour vraiment être dans le plaisir et dans la réussite pour nos patients. Et l'objectif, ça va être d'aider le patient à mieux maîtriser son corps, à développer ses ressources pour pouvoir améliorer ses aptitudes, son comportement face aux tâches de la vie courante. Et donc, on va travailler dans un public très large. Ça va aller du bébé, de la naissance, hein, en néonatologie. Il y a dans les services une psychomotricienne à temps partiel qui peut venir intervenir dans les équipes. On va ensuite s'intéresser voilà, au domaine de l'enfance, de l'adolescence, de l'adulte et évidemment de la personne âgée, on l'a dit tout à l'heure. Et on exerce dans différents secteurs, médico-psychopédagogiques, dans les secteurs hospitaliers, dans les hôpitaux psychiatriques, en libéral, dans les établissements associatifs, dans les crèches. On a voilà, des psychomotriciens qui peuvent intervenir un petit peu partout.
Donc les débouchés, effectivement, on a parlé d'Alzheimer tout à l'heure. Il y a le métier de psychomotricien s'est développé considérablement ces 20 dernières années. Le plan Alzheimer a permis, il y a quelques années, de multiplier par 3 le numerus clausus des étudiants en 4 ans seulement. Donc on a vraiment une grosse explosion de la formation de psychomotriciens. Le nombre d'écoles est passé de 6 à 21 en 20 ans. Moi, à mon époque, il y avait 6 écoles et maintenant, il y en a 21. Le salaire, 1 800 € brut en début de carrière. Voilà, j'ai trouvé ces éléments-là en cherchant un petit peu. L'activité peut être salariée, fonction publique ou indépendante, comme moi je fais à l'heure actuelle en libéral. Bon, ça peut-être je vous laisserai. Alors, il est attendu quand même, c'est important d'être intéressé par les questions sociales et de la santé. Oui, quand même. Voilà. De disposer de qualités humaines et relationnelles. On a évoqué la patience. Moi, j'évoque aussi la nécessité d'être observateur, vraiment de prendre le temps de l'observation, d'avoir la capacité de prendre du recul sur les choses, d'être dans la bienveillance, l'écoute et l'empathie, évidemment, de savoir échanger, communiquer, hein, de faire attention à la manière de dire les choses, d'apporter les choses, etc. Important, effectivement, de savoir gérer ses émotions, d'être à l'aise dans son corps. Ça, c'est important aussi, hein, puisque le corps va être quand même un outil médiateur important. Être créatif, j'ai envie de rajouter, avoir de la curiosité, aimer l'innovation. C'est un métier vraiment qui est passionnant pour ça, parce que tous les jours, on invente, on innove des nouvelles choses. Pour chaque patient, on va réfléchir à des outils différents. Il faut pouvoir avoir envie de faire des expériences aussi, hein, des expériences corporelles, motrices. Les formations continues sont importantes pour ça aussi, pour continuer à avoir cette pratique régulière, de nouvelles expériences corporelles pour pouvoir savoir un petit peu qu'est-ce qu'on vit dans le corps et comment on en parle avec les personnes. Voilà, toutes les activités physiques et artistiques sont les bienvenues. Des compétences d'expression écrite et orale. Il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de comptes rendus à faire, donc il faut quand même être à l'aise aussi avec cette composante. La démarche scientifique est hyper importante, surtout à l'heure actuelle en psychomotricité. C'est un métier qui est assez mal connu parce que jusqu'à présent, il a pas toujours apporté la preuve de son efficacité. Et là, vraiment, les générations actuelles de psychomotriciens sont vraiment dans cette démarche d'essayer de promouvoir leur pratique au travers de faits scientifiques, de preuves, de bénéfices par rapport aux prises en charge qu'ils proposent. Et voilà, il propose également d'avoir quelques compétences d'organisation et du savoir-être, mais je pense que ça, c'est à peu près commun à tous les métiers. Merci Élise. Savoir travailler en équipe. Je vous propose peut-être de garder effectivement la suite pour des questions plus tard. En fait, là, je vais vous présenter rapidement Destination Métier. Et en fait, vous retrouvez Élise et Elsa sur Destination Métier où vous pourrez approfondir finalement toutes ces questions-là avec elles. Donc, si jamais vous avez des questions un peu plus approfondies sur le quotidien, si vous voulez échanger avec Élise ou avec Elsa sur voilà, leur parcours un peu plus approfondi, ce qu'elles font au quotidien, décrire une journée, etc., vous les retrouvez sur Destination Métier. Donc, je vous partage mon écran pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble. Donc, c'est une plateforme sur laquelle il y a à la fois de l'information sur les métiers, ici dans l'onglet S'informer sur les métiers. Et puis, vous allez également, alors je ne sais pas si vous voyez, c'est peut-être pas encore lancé. Là, je peux m'informer sur les métiers, notamment sur les métiers de la santé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver ici le domaine santé sociale et on va avoir à la fois des vidéos de témoignages, on va avoir le guide de la santé, donc avec tous les métiers et toutes les formations en Normandie. Donc ça, je vous le mets dans la conversation pour que vous puissiez le retrouver. C'est un outil qui est récent, qui vient d'être fait et dans lequel vous trouvez vraiment à jour toutes les formations qui sont proposées en Normandie dans le domaine. Donc je vous conseille vraiment d'aller le regarder. Et puis, pour retrouver effectivement d'autres ambassadeurs aussi du domaine, vous pouvez tout simplement aller ici rencontrer un ambassadeur métier et formation. Je note que je souhaite rencontrer un ambassadeur dans le domaine de la santé ou de la santé. Et je vais avoir une liste de toutes les personnes qui, en Normandie, sont dans le domaine, donc soit sont en formation avec un liseré rose, ou sont déjà dans le métier avec un liseré vert.
et je vais pouvoir, en me créant un compte, donc ça prend 5 minutes avec quelques informations, personnelles, je vais pouvoir effectivement, cliquer sur le nom de la personne et pouvoir, me connecter avec cette personne-là, lui envoyer un petit message. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur Destination Métiers pour pouvoir avoir beaucoup plus d'informations et pour pouvoir, vous voyez, échanger avec une grande variété de personnes dans le domaine de la santé, hein, voilà, dans puériculteurs, orthophonistes, des métiers dont on n'a pas forcément eu le temps de parler. On a des gens qui sont en diplôme d'état psychomote, hein, du coup, voilà, qui sont en formation. On n'a pas pu parler tout de suite là, mais sage-femme, kiné, on a vraiment un très, très grand panel, des métiers de la santé qui est représenté. Donc je vous invite tous à vous créer un compte et à pouvoir aller vraiment, prendre le temps, de découvrir cela. Peut-être, laisser le temps à quelques dernières questions ou à un dernier mot de la fin, de la part de nos intervenants, si vous le voulez, parce qu'on est déjà à la fin, des 45 minutes allouées. C'est passé très, très vite. Sébastien, Élise, Elsa, est-ce que vous auriez un dernier mot, peut-être un conseil, pour les gens qui veulent se lancer dans les métiers de la santé? Élise? Un dernier mot, Ouais. le cœur doit guider, je pense quand même, Mmh. parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on sent en nous ou pas. Dans les personnes que j'ai rencontrées qui voilà, me questionnaient sur ma profession, ils me disaient: «Oh, je me vois pas, m'occuper de personnes handicapées, ça me ferait» voilà, on le sent ou on le sent pas. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un appel du cœur, quoi. Je crois qu'il faut savoir écouter ça. Si on a des réticences dans la relation, si on a, des hésitations sur nos capacités d'adaptation, hein, c'est peut-être pas forcément un métier, très simple d'accès. Voilà, je crois qu'il faut pouvoir, voilà, écouter son cœur et Ton cœur. Mmh. c'est un métier passion aussi quand même, je crois que c'est important. Oui, je vais rebondir sur Mmh. Élise. Effectivement, je pense qu'il faut avoir une appétence pour ce type de métier. C'est la fibre, on l'a ou on l'a pas, hein. C'est comme pour d'autres secteurs. Il faut vraiment être très attiré par tout ce qui va être relations humaines, parce que c'est un métier riche en échanges, qui est difficile parfois, Mmh. mais avec telle satisfaction. Enfin voilà, quand on voit nos patients évoluer, les familles repartir avec leurs enfants à domicile, ou des personnes qui ont eu des accidents de la vie et qu'on arrive à réintégrer à la maison, ou même dans la vie professionnelle. Enfin voilà, c'est ça notre cœur de métier, il est vraiment là. Et on parlait avant de vocation. Alors, j'aime pas forcément trop ce mot, mais on s'y retrouve quand même un peu. C'est-à-dire que il faut avoir cette fibre, je pense, pour l'humain et le soin, parce que peu importe nos métiers, on a toujours une part de soin, que ce soit du soin physique, du soin psychique, ou du soin relationnel, parce que c'est quand même une grosse base de notre métier. Et même dans le management, on a l'impression qu'on est là uniquement pour faire de l'organisation, mais pas que. Moi, je le dis souvent, c'est que 80% de mon métier, c'est du soin relationnel, même encore maintenant, et c'est pour ça qu'on fait ces métiers-là. Mmh. Merci. Sébastien? Heu, alors moi, j'ai envie de dire: «Venez». Venez rejoindre les métiers du secteur de la santé, mais testez-les. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a souvent des portes ouvertes, qui sont organisées. Venez tester, le petit bémol que j'apporterai par rapport à ce que disaient Elise et Elsa, c'est difficile à dire d'ailleurs, c'est, qu'il faut le tester aussi. Il y a peut-être parfois des représentations derrière les métiers. Il faut venir tester. Pôle emploi propose des périodes de mise en situation professionnelle, un stage de troisième de plus en plus. Alors vous ne découvrirez pas, vous n'irez pas dans le bloc opératoire et cetera, mais vous pouvez venir aussi découvrir certaines structures qui ouvrent leurs portes, de plus en plus pour venir toucher du doigt, et je crois que passer la barrière de la représentation qu'on se fait du métier, on peut aussi, découvrir l'appel du cœur ou, s'ouvrir une vocation. Je crois qu'il faut aussi dépasser certaines représentations ou idéologies que l'on peut avoir sur ces métiers. Il faut venir les rencontrer. Je crois que le plus simple, c'est de venir tester. Il y a plein de modalités qui s'ouvrent à vous. Je crois que, l'agence de l'orientation aussi, Mmh. propose des stages. Tout à Donc, fait. voilà, donc je Ouais. pense que, Sur voilà, n'hésitez Destination Métiers, vous pas les à retrouvez. regarder Mmh. les stages qui sont Mmh. proposés pour venir tester et venir confirmer, parce que voilà, vous pouvez aussi, faire le choix de faire autre chose, venir confirmer une intention ou venir aussi, s'ouvrir, ouvrir ses chakras. Voilà, ce sera le mot de Mmh. la fin.
Ah, merci beaucoup. Dans la conversation, vous avez mis pas mal de liens, pas mal d'infos, hein, donc notamment destination métier, on l'a vu. Vous pouvez nous poser des questions sur notre numéro gratuit, hein, 0800 05 0000. On vous a mis l'adresse mail aussi. Si vous voulez voir, il y a effectivement aussi des découvertes de métiers qui sont financées par la région pour les demandeurs d'emploi et vous les trouvez sur le site trouvermaformation.fr. Donc voilà, en gros, vous avez tous ces outils-là à votre disposition pour mieux vous informer, pour vous lancer. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous appeler ou à poser plus de questions à Elsa, à Élise, sur leur métier pour oser vous lancer. Je vais simplement vous remercier tous et toutes de votre participation et puis à bientôt dans ces beaux métiers. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée à vous aussi. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Au revoir.